Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier les aliments. Donc on va commencer par une petite introduction. Les aliments consommés nous apportent de l'énergie. Vous savez bien que notre corps est formé par des milliards de cellules. Ces cellules ont besoin de l'énergie. Cette énergie elle est apportée à partir de les aliments qu'on consomme. Donc, quelles sont les compositions et les rôles des aliments? Donc, dans cette diapositive, on va commencer par la composition des aliments. Pour mettre en évidence la composition des aliments, il faut utiliser des réactifs chimiques spécifiques, al-kawashif. Donc, dans cette vidéo, dans cette diapo, on va citer quelques exemples de réactifs chimiques utilisés pour détecter, pour mettre en évidence des aliments ou bien de la composition chimique des aliments. Donc, premièrement, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, il suffit de chauffer cet aliment. Donc, après le chauffage de cet aliment, on remarque la présence des gouttelettes d'eau au niveau de tube. Donc, comme vous voyez dans cette photo, donc après le chauffage d'un morceau de pain, on remarque qu'il y a des gouttes d'eau au niveau de la paroi de ce tube. Cela montre que le pain contient de l'eau. Donc, pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans le pain, par exemple, il suffit d'ajouter quelques gouttes de l'eau iodée sur le pain et on va remarquer la présence d'une tache qui est d'une coloration violette ou bien bleu-violet. Donc, le résultat, c'est l'apparition d'une coloration bleu-violet, comme vous voyez ici, et on déduit que le pain contient de l'amidon. C'est quoi l'amidon? L'amidon, c'est un sucre complexe formé par l'enchaînement de glucose. De même façon, pour mettre en évidence la présence des protéines dans l'eau, on va ajouter quelques gouttes de l'acide nitrique sur un morceau du pain. Donc après l'ajout de quelques gouttes d'acide nitrique sur le pain, on remarque l'apparition d'une coloration jaune. Cela montre que le pain contient des protéines. Donc, pour mettre en évidence la présence de glucose dans un filtrat, donc on va ajouter la solution de Fehlingh sur ce filtrat, par exemple le filtrat du pain, ou bien le filtrat du lait, ou bien de résine, et on va chauffer ce mélange, le mélange de le filtrat du pain et la liqueur de Fehlingh, et on va remarquer l'apparition d'un précipite rouge briquet au fond de tube qui contient le filtrat et le réactif chimique de Fehlingh. Donc, après, ou bien le résultat de cette expérience montre l'apparition d'un précipite rouge briquet au niveau du tube. Cela montre que le filtrat du pain contient du glucose. Pour mettre en évidence la présence des sels minéraux, on va ajouter quelques réactifs chimiques. Par exemple, pour la mise en évidence de la présence des sels de calcium, amlah calcium, on ajoute l'oxalate d'ammonium sur le filtrat du pain, par exemple, ou bien du lait, et on remarque l'apparition d'un précipite blanc, racine abiad. Cela montre que le filtrat du pain contient les sels de calcium. De même façon, pour la mise en évidence de la présence des sels de chlorure, amlah chlorure, on va ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent sur le filtrat du pain et on remarque la présence d'un précipite blanc qui noircit à la lumière. Donc, ce tableau, il résume les réactifs chimiques et
leur rôle. Pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, on utilise la température ou bien le chauffage, donc, et on remarque la présence des gouttelettes d'eau. Pour la mise en évidence des sels de chlorure, on va ajouter le nitrate d'argent et on remarque la présence d'un précipite blanc qui noircit à la lumière. Pour la mise en évidence, par exemple, du calcium, on va ajouter quelques gouttes d'oxalate d'ammonium et on va remarquer la présence d'un précipite blanc et ainsi de suite. Donc, chaque aliment, il possède un réactif qui permet de détecter cet aliment. Donc, passons maintenant au type d'aliments. Donc, il y a deux types d'aliments, les aliments complexes et les aliments simples. Donc, les aliments complexes, ce sont des aliments composés d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples, par exemple le pain, le lait. On sait que, d'après les résultats des expériences précédentes, que le pain contient de l'eau, contient des protéines, de l'amidon. Cela montre que le pain, par exemple, c'est un aliment complexe. Par contre, il y a des aliments simples. Donc, les aliments simples, ce sont des aliments composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Par exemple, les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, etc. Donc, on peut diviser ou bien classer les aliments selon leur composition chimique. En 5 classes ou bien 5 groupes, les aliments en 4 classes, pardon. Les aliments consommés, ils sont divisés en 4 classes ou bien 4 groupes. Donc, il y a les aliments riches en protéines, comme la viande, le poisson, les légumes, etc. Il y a des aliments qui sont riches en lipides, comme le fromage, l'huile, le beurre, etc. Il y a aussi des aliments riches en glucides, comme le pain, le couscous, et il y a des aliments riches en eau et ces minéraux comme les légumes et les fruits. Donc, concernant le rôle des aliments, les aliments simples peuvent être classés en 3 groupes selon leur fonction. Donc, il y a 3 fonctions des aliments. Une fonction énergétique, donc il y a des aliments énergétiques qui fournissent de l'énergie pour le corps, comme les aliments riches en glucides et lipides, comme le miel, l'asel. Et il y a aussi des aliments riches en vitamines et sels minéraux. Ce sont les aliments fonctionnels comme les fruits. Et il y a les aliments pâtisseurs, al-ardi al-baniya, comme les aliments riches en protéines, par exemple l'œuf, la viande, les poissons, etc. Donc, on va terminer cette vidéo par les groupes alimentaires. Donc, les aliments composés peuvent être classés en 6 groupes principaux en fonction de la quantité d'aliments simples qu'ils contiennent. Donc, comme vous voyez dans ce schéma, donc vous voyez qu'il y a 5 groupes ou bien 6 groupes d'aliments. Il y a les aliments riches en lipides comme le fromage, le lait, etc. Il y a les aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, les poissons, etc. Il y a des aliments riches en fibres et sels minéraux et de l'eau, comme les fruits et les légumes. Il y a aussi des aliments riches en glucides, comme par exemple le pain, le riz, etc. Donc, merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Donc, merci pour votre attention. Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va étudier la ration alimentaire. C'est quoi la ration alimentaire? La ration alimentaire est la quantité d'aliments que doit consommer un individu pendant 24 heures pour être en bonne santé. Cette ration alimentaire, elle est en fonction de quoi? Elle est en fonction des besoins
de la personne et en fonction aussi de la dépense énergétique. Les besoins énergétiques d'une personne varient selon quelques paramètres, par exemple l'âge, le sexe et l'activité physique, et aussi selon l'état physiologique. Par exemple, les sportifs donc consomment une quantité d'énergie plus supérieure que les autres personnes. Aussi, cette ration alimentaire ou bien les besoins énergétiques varient selon le sexe, c'est-à-dire les garçons et les filles, ils n'ont pas les mêmes besoins énergétiques. Selon l'activité physique, on a dit que les personnes les personnes qui réalisent des activités physiques, ils sont des personnes qui consomment une quantité plus élevée d'énergie et d'aliments. Et selon l'âge, on sait que les enfants, ils ont des besoins énergétiques, n'est pas comme les adultes et comme les adolescents. Donc, pour calculer la ration alimentaire, on utilise quelques relations qu'on va voir dans la diapo suivante. Dans cette diapositive, donc, vous avez quelques valeurs de dépenses énergétiques selon les activités physiques. Donc, comme vous voyez, donc, une heure de natation, si vous avez fait une heure de natation, vous allez consommer une quantité d'énergie d'environ 1060 kJ. Une personne qui marche pendant une heure, elle va consommer 400 kJ, donc, etc. Donc, pour calculer la quantité d'énergie, on sait que les aliments qu'on consomme, ils sont la source d'énergie qu'on utilise pendant la journée. Donc, les lipides, les protéines, les glucides, ce sont des aliments qui nous fournissent de l'énergie. Donc, 1 gramme de protéines, si on consomme 1 gramme de protéines, il va fournir 17 kJ. La même chose pour les glucides, mais les lipides, ils vont fournir une quantité d'énergie de 38 kJ. Si les apports, c'est-à-dire la consommation, si je consomme une quantité des aliments supérieure à mes besoins énergétiques pendant la journée, donc alors je grossis. Si mes apports ils sont inférieurs à mes besoins, donc alors je mincis. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va étudier la digestion et l'absorption chez l'homme. Donc on va commencer par une petite introduction. L'appareil digestif, c'est l'ensemble des organes qui intervient dans la digestion. Ce système, il comprend le tube digestif et les glandes digestives et il fonctionne en 4 étapes. La première étape, c'est l'ingestion de la nourriture. La deuxième étape, c'est la digestion de la nourriture. Et la troisième, c'est l'absorption des nutriments ou bien des éléments nutritifs. Et finalement, l'élimination des déchets ou bien l'excrétion. Tout d'abord, c'est quoi la digestion? La digestion, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques subies par les aliments dans le tube digestif. Il faut savoir que le rôle principal de la digestion, c'est transformer les aliments en nutriments. Donc, concernant l'appareil digestif, donc, il contient 2 parties, ou bien il comprend le tube digestif et les glandes digestives. Donc, le tube digestif il est composé par la cavité buccale, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Concernant les glandes digestives, ce sont les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et les glandes intestinales.
Voici un schéma qui représente les éléments du tube digestif et voici un autre schéma de l'appareil digestif. Donc, comme vous avez vu, donc le tube digestif il est formé de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, il faut savoir que les aliments, au cours de leur passage dans le tube digestif, ils vont subir deux types d'actions. Une action mécanique, par exemple la mastication par les dents et le brassage par l'estomac, et une action chimique, grâce à l'action des enzymes qui se trouvent dans les sucs digestifs. Donc, concernant la digestion chimique, il se déroule en trois étapes ou bien en trois parties dans notre corps. Donc, au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. Au niveau de la bouche, donc ce sont les molécules de l'amidon qui vont transformer en maltose sous l'action de l'amylase salivaire. Au niveau de l'estomac, ce sont les protéines qui vont être transformées en polypeptides. Et au niveau de l'intestin grêle, ce sont l'amidon, le maltose et les polypeptides et les protéines et les lipides qui vont subir les transformations chimiques. Donc, avant de citer les transformations chimiques ou bien la digestion chimique dans les trois parties, donc il faut savoir quelques définitions très importantes comme la digestion chimique. C'est quoi la digestion chimique? C'est la transformation chimique des aliments sous l'action des enzymes. Aussi, il faut savoir la notion de la simplification moléculaire, qui la transformation ou bien la fragmentation ou bien la simplification des aliments en nutriments sous l'action des enzymes. Concernant les sucs digestifs, ce sont des liquides ou bien des substances chimiques sécrétées par les glandes ou bien les glandes endocrines comme le foie, le pancréas, etc. et qui vont libérer des liquides qui contiennent des enzymes qui vont simplifier les aliments. Concernant les enzymes, ce sont des molécules qui permettent la simplification d'une grosse molécule en molécules plus petites. Donc voici un schéma qui représente notre appareil digestif qui est formé par la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Aussi, il y a le foie. Donc, le foie, il produit la bile. Donc, ce liquide, il va être stocké dans les vésicules biliaires. Aussi, il y a le pancréas qui va sécréter quelques enzymes. Et les glandes salivaires qui vont sécréter la salive qui contient l'amylase salivaire. On va commencer tout d'abord par la digestion buccale. Donc au niveau de la bouche, donc les aliments ils vont être digérés sous l'action des dents par la mastication et sous l'action de la salive. Donc la salive, il contient une enzyme appelée l'amylase salivaire qui va transformer l'amidon. Donc c'est quoi l'amidon? C'est un sucre complexe. Donc ce sucre complexe, il va être transformé en maltose sous l'action de l'amylase. Donc voici la réaction chimique. Donc l'amidon plus l'eau plus l'amylase salivaire, elles vont être transformées en une température de 37 degrés Celsius en maltose, l'eau plus l'amylase. Passons maintenant à la digestion gastrique ou bien à la digestion au niveau de l'estomac. Donc au niveau de l'estomac, ce sont les protéines qui vont être digérées sous l'action des enzymes spécifiques. Donc c'est quoi une protéine? Une protéine, elle est formée par l'enchaînement d'un grand nombre d'acides aminés. Quelques centaines à quelques milliers d'acides aminés. Donc voici un schéma qui représente la transformation des protéines au niveau de l'estomac sous l'action de la pepsine. Donc la pepsine, c'est l'enzyme qui va transformer les protéines en présence de l'HCl en polypeptides. Et voici la réaction chimique. Protéine plus l'eau plus pepsine. Donc
plus l'HCl, ils vont transformer ces protéines en polypeptides plus l'eau plus pepsine plus l'HCl. Maintenant, on va étudier la digestion intestinale. Donc, au niveau de l'intestin, donc il y a premièrement l'émulsification des gouttelettes lipidiques, c'est-à-dire la transformation des gouttelettes lipidiques en molécules lipidiques plus petites, donc sous l'action des sels biliaires. Donc les sels biliaires, c'est un liquide qui est produit par le foie et est stocké au niveau des vésicules biliaires. Donc les sels biliaires, ce ne sont pas des sucs digestifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne contiennent pas les enzymes. Donc, les molécules lipidiques, ils vont transformer sous l'action d'une enzyme appelée lipase en glycérol et acide aminé. Donc, aussi au niveau de l'intestin, donc les polypeptides, ils vont être transformés en acide aminé sous l'action d'une enzyme appelée peptidase. Aussi, le maltose, il va transformer en glucose sous l'action du maltase. Et voici les réactions chimiques. Donc, polypeptides plus peptidase plus l'eau, ils vont transformer en acide aminé plus l'eau plus peptidase. Concernant le maltose, il va transformer sous l'action du maltase en présence de l'eau en glucose plus eau plus maltase. Donc, voici un tableau qui représente les organes sécréteurs du suc digestif. Et voici les sucs digestifs ici et les enzymes qui se trouvent dans ces sucs digestifs. Et voici le rôle de l'enzyme. Donc, ce tableau, donc, il résume tout ce qu'on vient de dire précédemment. Donc, au niveau de la bouche, il y a la sécrétion de la salive par les glandes salivaires. Donc la salive, il contient l'amylase, il va transformer quoi? L'amidon en maltose. Concernant la paroi de l'estomac, donc ils vont sécréter les sucs gastriques qui contient une enzyme appelée pepsine qui va transformer les protéines en polypeptides. Concernant le pancréas, donc il va sécréter les sucs pancréatiques qui contient un certain nombre d'enzymes comme l'amylase, les protéases et les bases. Donc les amylases, ils vont transformer l'amidon en maltose au niveau de l'intestin et les protéases, ils vont transformer les protéines en polypeptides toujours au niveau de l'intestin et les lipases, ils vont transformer aussi les lipides en glycérol et acide aminé. Concernant les sucs intestinaux sécrétés par la paroi de l'intestin grêle, il contient aussi plusieurs enzymes, par exemple les peptidases qui vont transformer les polypeptides en acide aminé, les maltases qui vont transformer le maltose et ils vont simplifier le maltose en glucose et finalement les lipases. Donc, chez l'homme, l'intestin grêle est un tube de 7 à 8 mètres de long. Sa muqueuse interne présente de nombreux replis portant des villosités intestinales avec ses replis et ses villosités. Donc, voici un schéma qui représente l'anatomie de l'intestin. Donc, si vous avez remarqué ici, donc, vous constatez que la paroi interne de l'intestin elle est remplie ou bien il possède des replis. Donc si on fait agrandir ces replis, on va trouver que elle est formée par des villosités intestinales. Donc chaque villosité intestinale il contient des capillaires sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Donc, à ce niveau-là, que les nutriments ils vont passer vers le sang. Donc, au niveau de l'intestin grêle, la taille très petite des nutriments leur permet de traverser la paroi pour entrer dans le sang. C'est l'absorption intestinale. Donc, concernant les caractéristiques de l'appareil de l'intestin, donc, ou bien
de la microvillosité intestinale. Donc, il est caractérisé par un certain nombre de caractères qui facilitent le passage du nutriment vers le sang. Premièrement, il y a une grande surface estimée par 250 mètres carrés, une irrigation sanguine et lymphatique très importante et une très faible épaisseur qui permet de faciliter le passage des nutriments vers le sang. Donc notre appareil digestif il est exposé à plusieurs maladies comme par exemple la craie dentaire, l'ulcère gastrique, la diarrhée, la constipation et l'intoxication alimentaire. Et pour protéger notre appareil digestif, il faut prendre conscience de l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrée. Donc voici quelques moyens de préservation. Donc il faut se brosser correctement les dents. Donc aussi laver les mains avant et après chaque repas et consommer beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Donc merci pour votre attention et on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo et merci autrefois pour votre attention. Bonjour à tout le monde, bonjour dans cette vidéo et bienvenue. Dans cette vidéo, on va étudier le deuxième chapitre. On va donner quelques notions qui sont très importantes sur le thème ou bien le chapitre de la respiration. Donc cette vidéo elle est consacrée pour les étudiants de la troisième année AC, parcours international. Donc on va commencer par notre plan d'aujourd'hui. Donc notre plan d'aujourd'hui il est formé par une petite introduction. Il est aussi dans cette vidéo on va étudier ou bien on va faire une récapitulation et un rappel sur l'appareil respiratoire chez l'homme et on va étudier aussi les échanges gazeux au niveau du poumon entre les alvéoles et le sang et aussi on va étudier les échanges gazeux au niveau des organes et on va terminer notre vidéo par les maladies respiratoires. Donc vous avez étudié que l'homme peut vivre quelques jours sans boire et sans manger, mais seulement quelques minutes sans respirer. Donc la respiration c'est un phénomène et c'est une fonction très importante chez l'homme et chez tous les êtres vivants. Donc la principale fonction de notre système ou bien notre appareil respiratoire, c'est de fournir l'oxygène à notre organisme et à nos cellules. Donc, vous avez étudié dans la première année que l'organisme, ou bien l'homme, c'est un organisme pluricellulaire, donc il possède plusieurs cellules. Donc, chaque cellule, c'est un être vivant qui doit respirer, donc qui doit absorber le dioxygène et rejeter le dioxyde de carbone. Donc les échanges gazorespiratoires chez l'homme s'effectuent au niveau des alvéoles. التبادلات الغازية التنفسية عند الإنسان تحدث على مستوى les alvéoles يعني الأسناخ الرئوية. Donc on va commencer dans cette diapo par l'anatomie de l'appareil digestif. Donc l'appareil digestif il est formé par un certain nombre d'éléments comme la fosse nasale, الحفرة الأنفية, la trachée, le poumon droit, le diaphragme, les côtes, la trachée, bronches et les bronchioles. Donc il faut savoir que pendant l'inspiration, l'air il va pénétrer par le nez ou bien la bouche et il va passer par la trachée et les bronches et jusqu'à il y arrive au niveau des alvéoles. Donc il faut savoir aussi que les alvéoles pulmonaires ce sont l'unité fondamentale où s'effectuent les échanges gazeux chez l'homme. Donc concernant les voies respiratoires, elles sont vont du nez jusqu'à les alvéoles. Donc ils ont pour
rôle humidifier, réchauffer et nettoyer l'air inspiré. Donc الدور ديال المسالك التنفسية هو أن يصبح الهواء رطبا وساخنا ونقيا. Donc les structures permettant de conduire à l'air à l'intérieur du poumon jusqu'à site d'échange sont les branches, القصبات الهوائية والقصيبات الهوائية, et les alvéoles, ce sont les zones ou bien l'unité où s'effectuent les échanges gazeux. Donc pendant l'inspiration, donc vous allez remarquer que l'air pénètre par la bouche ou par le nez, donc il va passer par la trachée et les branches jusqu'à il y arrive au niveau des alvéoles. Donc concernant l'air expiré, hawa al-zafir, il va vers le sens opposé. Le système respiratoire permet les échanges gazeux indispensables à la vie. Il est composé de voies respiratoires et des poumons. الجهاز التنفسي كيتكون مسالك تنفسية les voies respiratoires ومن رئتين. Donc à l'intérieur du poumon il y a des sacs alvéolaires كاينين الأكياس الهوائية. Donc chaque sac alvéolaire il est formé par des alvéoles pulmonaires, الأسناخ الرئوية. Donc voici la structure des poumons. Donc les poumons, donc il existe poumon droite et poumon gauche. Donc ces deux poumons, donc à l'intérieur de ces deux poumons on trouve des branches et des alvéoles. Donc j'ai déjà dit que pendant l'inspiration, donc l'air passe par le nez ou bien la bouche et il arrive finalement jusqu'à les alvéoles pulmonaires. Et dans l'air expiré ou bien dans l'expiration, donc l'air il va quitter l'appareil respiratoire vers l'extérieur. Concernant les caractéristiques des alvéoles pulmonaires, donc il existe trois caractères principaux. Premièrement, les alvéoles pulmonaires, elles possèdent une surface d'échange très importante, estimée par 100 mètres carrés. Sa surface augmente avec l'effort. Aussi, il existe une irrigation pulmonaire et aussi on constate qu'il y a une paroi alvéolaire très mince. Donc passons maintenant à l'étude du principe de la diffusion des gaz. Donc la diffusion des gaz s'effectue toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu'à l'équilibre. مبدأ انتشار الغازات هو مبدأ ينص على أن الغازات تنتشر من الأوساط ذات الضغط المرتفع إلى الأوساط ذات الضغط المنخفض. يعني الغاز ينتشر من المكان ذي الضغط المرتفع إلى المكان ذي الضغط المنخفض. Donc voici un schéma qui représente la diffusion des gaz respiratoires. Donc vous allez constater dans ce schéma que les molécules d'oxygène ou bien la pression partielle de l'oxygène dans cette zone ou bien dans ce compartiment, donc il est plus supérieur que dans ce compartiment. Donc vous constatez que l'oxygène il va vers l'autre compartiment. Donc voici le sens d'orientation ou bien de déplacement de l'oxygène. Et on constate aussi que le dioxyde de carbone il va dans le sens opposé. La pression est une notion physique considérée comme une force appliquée sur une surface. Son unité c'est Pascal ou bien le millimètre de mercure ou bien l'atmosphère. Il faut savoir ces abréviations. Donc PO c'est la pression partielle de l'oxygène et PCO2 c'est la pression partielle de dioxyde de carbone.
Et il faut noter aussi que 1 kPa égale 10 puissance 3 Pascal. Donc voici un schéma qui représente les échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles. Donc vous avez étudié dans votre cours que les alvéoles ils sont en contact avec le sang. Donc ici vous avez quelques valeurs de pression partielle de l'oxygène et de pression partielle de dioxyde de carbone. Donc il y a 14 kPa au niveau de l'oxygène et 5,3 kPa de CO2. C'est au niveau de l'air alvéolaire. Mais dans le sang entrant, vous remarquez que la pression partielle de l'oxygène est 5,1 kPa et de CO2 c'est 6,1 kPa. Donc vous allez conclure que la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire est supérieure à la pression partielle de l'oxygène au niveau du sang venant de l'organe. Donc la pression partielle de l'oxygène au niveau de l'air alvéolaire est supérieure à la pression partielle de l'oxygène au niveau du sang. Donc pour cela l'oxygène il va s'orienter ou bien il va déplacer de l'air alvéolaire vers le sang. Concernant le CO2, donc il va vers le sens opposé. Pourquoi? Parce que la pression partielle de CO2 donc il est égal 6,1 kPa dans le sang entrant et 5,3 kPa dans l'air alvéolaire. Donc il est supérieur ou bien important au niveau du son entrant que dans l'air alvéolaire. Donc sur ce schéma on voit les différentes pressions dans l'alvéole et le capillaire. Ce sont ces pressions partielles qui organisent le mouvement des gaz, sortie de CO2 et entrée de l'oxygène. Le sang désoxygéné qui arrive dans le capillaire présente une pression de CO2 supérieure à la pression alvéolaire, ce qui entraîne la sortie de CO2 vers l'air alvéolaire et une pression en oxygène plus faible que la pression alvéolaire, donc ce qui favorise son entrée dans le capillaire. Ces différences de pression PO2, PCO2 qui permettent les échanges alvéolaires capillaires. Donc passons maintenant à les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. Donc le même principe donc il est valable au niveau des organes. Donc au niveau des tissus ou bien des organes, les échanges des gaz respiratoires entre les cellules tissulaires et le sang capillaire se fait aussi par le principe de division des gaz. L'oxygène du sang diffuse à travers la paroi des capillaires vers les cellules et le dioxyde de carbone diffuse en sens inverse. Donc d'après ce schéma, vous remarquez que la pression de l'oxygène dans le sang entrant à l'organe elle est 14 et dans le liquide interstitiel elle est de 4 kPa. Donc l'oxygène elle va quitter le sang vers la cellule et l'inverse pour le CO2. Voici un autre schéma qui représente la même chose. Donc c'est au niveau de la cellule que sont dégradés les nutriments issus de la digestion. Cette dégradation nécessite de l'oxygène, c'est l'oxydation, oxydat al-ardiyya. Les nutriments oxydés sont appelés métabolites. Le principal métabolite de la cellule c'est le glucose
qui est un sucre simple, et aussi les acides gras et les acides aminés. Donc l'équation globale de la respiration cellulaire, c'est C6H12O6 plus 6O2. Donc il va donner 6CO2, 6H2O et l'énergie. On va terminer notre vidéo par les maladies respiratoires. Donc, concernant les maladies respiratoires, il existe plusieurs exemples comme l'asthme, le rabou, le cancer des poumons, la tuberculose d'un seul. Donc, quels sont les moyens de préservation? Donc éviter de fumer, donc pratiquer le sport, et aussi donc il faut s'habituer par une alimentation équilibrée, et il faut aussi pratiquer le sport et éviter de fumer, etc. Donc merci pour votre attention, et on se verra Inch'Allah dans la prochaine vidéo.